En réalité, ces petites tensions cachaient un profond respect mutuel. Carole, bien que stricte en apparence, veillait sur son équipe avec une rigueur maternelle. « Pourriez-vous aller me chercher un café, s'il vous plaît, Hervé » demanda soudain quelqu'un. « Bien sûr, Jean-Claude. »« Je veux un petit café, Maëva, s'il vous plaît. » Maëva, forte de la confiance que lui accordaient ses collègues, répondit avec une dignité tranquille. « Faites-le vous-même. Je ne suis pas payée pour ça. Je suis une bosseuse. Mais je ne suis pas payée pour ça. » Carole, observant la scène, intervint avec une autorité teintée de douceur. « Bon, écoutez, voilà ce que l'on va faire, Maëva. Vous me faites un petit café. Vous me retrouvez ce dossier, et moi. Je m'occupe des questions de droit du travail. D'accord ? Allez. » La justice et l'équité finissaient toujours par triompher au sein du bureau. La notion d'espace était parfois un sujet de plaisanterie au bureau. Avec le départ récent de Michel, Jean-Claude avait récupéré un bureau supplémentaire. « Regardez ce matin, là, quand même. C'est immense, l'Asie. » commentait Hervé en regardant une carte. « Comment ? Quoi ? Comment ? Eh bien. Comment tu as vu que l'Asie ? Tu ouvres un atlas et tu vois que c'est immense. »« Ah, ouais. Et tu as déjà été à l'île de Ré ? » demanda Hervé. « Oui. »« Eh bien, je veux dire, l'île de Ré. Tu trouves ça grand comment pour que je puisse faire la comparaison ? Parce que je connais très bien l'île de Ré. » Jean-Claude sourit, fier de sa nouvelle installation. « C'est juste que, tu sais, depuis qu'ils ont licencié Michaud, je me retrouve carrément avec 2 bureaux. »« C'est bien, tu as de la place, alors. »« Tu m'étonnes que j'ai de la place. Attends, c'est carrément un bureau de ministre que j'ai, là. » Hervé, toujours prêt à relativiser, le taquina doucement. « Un bureau de ministre. Ça dépend, c'est grand comment ? » « Eh bien, je ne sais pas, moi. C'est grand, quoi. C'est grand, sinon, ce n'est pas précis. Il y a grand et grand, quoi. Non, mais attends. Tu veux que j'aille chercher les plans du cadastre ? Et puis aussi les mesures que l'architecte qui a construit l'immeuble a prises ? » Jean-Claude riait de bon cœur de cet interrogatoire. « Dis-moi, tu ne vas pas me passer en revue les 51 façons d'aménager son bureau ? Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau ? Ça me donnerait une idée. Ça risque de faire un peu juste. » L'important n'était pas la taille du bureau, mais la joie de partager ces moments de légèreté. Philippe entra, souriant. « Bonjour. Ton bureau, plutôt grand. C'est vrai ce que l'on dit à la cantine. Que tu vas mettre un billard. Parce que moi, je suis joueur. »« Peut-être, répondit Jean-Claude, ravi de l'attention. « Je suis là, tranquille. À me détendre. J'explique à monsieur que je récupère un bureau vu que Michel s'en va. »« Bon, alors, c'est pardonné depuis hier ?» demanda Philippe. « Mais oui, c'est bon. Je te paie une partie de billard ce soir. »« Ah non, je ne sors pas ce soir, je suis fatigué, Jean-Claude, merci. »« Mais... Qui te parle de sortir ? Je me fais livrer le billard dans le bureau. On sera une 30. Mon grand bureau. Mon beau bureau, que j'aime tant. Et ma terrasse. » La générosité de Jean-Claude, qui voulait partager son nouvel espace avec tous, témoignait du véritable esprit de l'entreprise. Pourtant, la vie de bureau n'était pas faite que de rire. Il y avait aussi les départs, ces moments empreints d'une douce mélancolie. Le licenciement de Michel touchait tout le monde. Les collègues se rassemblèrent pour lui dire au revoir. « Alors, ça y est, c'est le grand jour, » dit l'un d'eux avec émotion. « Tu verras, j'ai fait ton solde de tout compte. Je t'ai rajouté 200 francs. Et aussi, je voulais te dire que je n'ai jamais voulu que tu partes. » Michel, ému, regardait ses amis. « Je vais profiter royalement de mes 2 semaines d'indemnité. Après, je vais voir. Je ne sais pas. En tout cas, si tu as besoin d'aide pour les prud'hommes, je suis délégué syndical. »
C'est sympa. Bon, allez, il faut que j'y aille. On t'aime. Passe nous voir. C'est une fille sympa. Je ne sais pas quoi dire. L'impuissance face à ces décisions hiérarchiques renforçait leur désir de solidarité. Il faut agir. Quoi? On ne peut pas laisser faire ça. Il faut faire quelque chose. On pourrait peut-être envoyer un bouquet. Une carte postale pour s'excuser. C'est bien. L'idée de réparer les cœurs brisés par des gestes tendres montrait l'âme de cette équipe. Le lendemain, lors de la pause méridienne, une conversation philosophique des plus touchantes s'engagea entre Hervé et Jeanne. La question du temps, de l'histoire et des regrets flottait dans l'air aromatisé au café. J'ai une question, Jeanne. Tu as une machine à remonter le temps. Tu fais quoi, là? Maintenant. Tout de suite. Jean Ritt Dousement, A Spiegel. Je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants parce que, regarde. Hervé ne se laissa pas démonter par cette réponse légère. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais remonter dans le temps, tu ferais quoi? Moi? Attends, c'est vite vu. Je fonce sur la départementale 134. À 10 km de Peyre-à-le-Château, dans le Lot, le 8 décembre 1960. Jeanne, intriguée, posa sa tasse. Pourquoi? L'œil d'Hervé s'embua d'une émotion sincère, révélant une profondeur insoupçonnée. Attends, je t'explique. Parce que ce jour-là, ma mère a crevé un pneu de sa 2 chevaux. Il pleuvait à torrent. Il n'y avait personne pour l'aider. Elle a changé sa roue toute seule. Tu sais ce qu'elle s'est attrapée avec la pluie? Une pneumonie. 12 jours au lit. Et alors? C'est évident. Moi, je remonte dans le temps, je lui dis, maman. Tu vas attraper froid. Je lui change sa roue. Et puis, elle n'a pas de pneumonie. Ce témoignage d'amour filial laissa Jeanne sans voix un instant. Bouleversée par la beauté de ce souhait si simple, si pur. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire un truc plus important pour l'humanité? Imagine. Tu te retrouves dans les années 30, en face d'Hitler. Tu empêches la Seconde Guerre mondiale. Hervé secoua la tête, pragmatique et fidèle à ses racines. Non, mais ce n'est pas simple, quoi. Parce que primo, je ne parle pas l'allemand. Et deuxièmement, il faut que je trouve des costumes des années 30. Et de toute façon, je ne pourrais pas changer la grande histoire à cause du paradoxe temporel. C'est une théorie. Quoi? Si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. Alors, s'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée. Donc, il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville. Donc, il ne rencontre pas ma mère dans cette autre ville. Là, on est en train de boire un bon café. Et moi, je n'existe pas. Jeanne sourit avec une tendresse infinie. Tu as une belle vie. Hervé. Tu rentres le soir chez toi et tu joues au Scrabble avec ta mère. On ne veut surtout pas que tu n'existes pas. Cette affirmation mutuelle de leur importance dans la vie des uns des autres réchauffa l'atmosphère. De la pièce. La semaine suivante, la danse et la grâce s'invitèrent au bureau. Sylvain, l'éternel optimiste, s'était lancé dans une nouvelle aventure personnelle qui suscitait l'admiration et l'amusement de ses pairs. Depuis 3 semaines, je prends des cours de tango tous les mercredis soirs, avoua-t-il. Un brin fier, lissant ses cheveux. On parle bien du même truc? Le tango? Le truc de Carlos Gardel. Avec de la brillantine dans les cheveux? À nous, quoi. Je sais qu'apparemment, le tango, ça sonne un peu ancien, mais moi, j'ai mes raisons. C'est quoi tes raisons pour un voyage à Buenos Aires? Sylvain s'expliqua avec passion. Il y a 2 mois, je regarde la télévision et je tombe sur un reportage. Un truc en noir et blanc tourné dans un dancing avec de magnifiques danseuses de tango. Pour séduire. Il faut savoir danser le tango. Le tango, c'est ce que je veux dire. Hervé, toujours prêt à donner